Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, allez on débute direct avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve toujours à 27 dans la peur. On verra si les quelques bougies vertes du jour feront son effet demain sur le Fear and Greed ou si au contraire une majorité reste quand même pessimiste. Et du côté des marchés US, on est de retour dans la zone de greed à 61. Les chiffres qui sont apparus dans la journée ont apparemment fait leur effet. Je vous laisse découvrir ça dans le zap. Mais avant ça, je voulais faire un petit coucou tout particulier à Croc Crypto. Alors avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche. Croc vous propose des daily crypto toute la semaine. Toutes ses vidéos sont top, chaque news est pertinente et toujours aussi bien vulgarisée par Croc. Il a malheureusement vécu ces derniers jours une petite mésaventure. Il s'est entre autres fait hack sa chaîne qu'il a pu enfin récupérer. Alors je me permets ce petit message ce soir pour le remercier pour tout le contenu qu'il nous partage et surtout pour lui apporter toute notre force. N'hésitez pas à lui laisser un petit commentaire, ça fait toujours du bien au moral de se sentir soutenu. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente soirée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, c'était Zap Crypto. SBF a été arrêté cette nuit aux Bahamas à la demande des autorités américaines, c'est l'information principale du jour. Enfin, il va y avoir des choses un peu tranchées, on va peut-être pouvoir passer à autre chose et clôturer ce dossier-là. C'est la bonne information depuis plusieurs semaines qu'il y a toujours la crise FTX. Il faisait un peu ce qu'il voulait aux Bahamas. Il répondait à des interviews, il était sur Twitter et autres. À la demande des autorités américaines, il a été arrêté. Je pense qu'il va être extradé pour être jugé tout simplement sur le sol américain. On apprend aussi que les autorités du Bahamas, elles, vont continuer aussi leur investigation par rapport à toute cette histoire. Parce qu'ils étaient pas mal, quoi. Ils étaient même tous localisés, l'entreprise était basée là-bas, ils vivaient tous aux Bahamas. Donc ça va être une collaboration entre les Bahamas et les États-Unis, mais les États-Unis vont reprendre la main sur ce dossier. Le levier d'adoption le plus fort pour moi, c'est les commerçants. Si eux acceptent d'être payés en crypto-monnaie, même si éventuellement derrière ils convertissent, eh ben c'est déjà pas mal. Et le mieux encore, c'est qu'ils convertissent pas et qu'ils puissent eux aussi se fournir de leurs produits, ce dont ils ont besoin. Je pense par exemple aux coiffeurs, s'ils pouvaient aussi acheter leur shampoing ou leur matériel en Bitcoin, ça serait incroyable. Et là-dessus, en fait, c'est à nous de pousser, c'est à nous à chaque fois que vous allez voir un commerçant de d'abord demander est-ce que je peux payer en Bitcoin, est-ce que je peux payer en Lightning Network, et à force, ils vont se dire il y a une demande, cette personne aurait pu payer comme ça, cette personne aurait pu payer comme ça, et ensuite les quelques rares commerçants qui font déjà ça, d'insister auprès de leurs fournisseurs et des personnes dont ils dépendent les prestataires pour les payer aussi en crypto-monnaie et qu'on puisse tous sortir des monnaies fiat. Donc voilà pourquoi je vous en parle, et je vous invite à aller aussi voir la vidéo que j'ai faite avec Cory qui eux proposent de payer de 1000 façons différentes sauf finalement en carte bleue, que je trouve une façon bête de payer en carte bleue. Elle est sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la trouver, je vous la mets tout de suite. Aujourd'hui, acheter des cryptos sans faire d'identification KYC, c'est-à-dire ne pas s'identifier et rester pseudonyme au maximum, comme dans l'esprit crypto. Donc pourquoi acheter des cryptos sans KYC? Donc il y a plusieurs raisons, ça peut être fiscal, donc il y a beaucoup d'argent à récupérer sur les conversions type crypto fiat ou sur la déclaration des fortunes, donc les niveaux de taxes pourraient changer à court terme. D'autre part, nouvelle taxe qui pourrait générer 2,4 milliards d'euros, donc d'une part. Après, il y a plusieurs lois qui vont sortir, qui vont forcer les exchanges à déclarer les clients, donc en particulier les entreprises non basées aux États-Unis, en Europe, pour pouvoir toucher leurs clients. Et l'autre chose aussi, c'est pour des raisons d'identification, donc les data breach, donc des failles de sécurité dans lesquelles un hacker arrive à récupérer tous vos documents d'identification. Donc pour des raisons fiscales et pour des raisons de ne pas perdre vos documents d'identification, je pense que c'est vachement intéressant d'acheter sans KYC et de vendre sans KYC, donc sans dévoiler votre identité et vos papiers. Donc là, on va faire un point complet sur tout ce qui accable Binance en ce moment.
La première, ça débute avec CoinMamba. Donc CoinMamba, c'est un influenceur américain, si je dis pas de bêtises, ou anglais. Je sais pas exactement dans quel pays il réside. Il a, vous voyez, 200, presque 300 000 abonnés. C'est un trader et globalement il s'est embrouillé avec Binance. Alors c'est pas mal résumé l'histoire sur Coin Academy. Donc en gros, CoinMamba il utilise des clés API. Donc les clés API, c'est ce qui vous permet par exemple quand vous avez un tracker, par exemple moi j'ai CoinTracking, vous pouvez le faire sur CoinTracking, vous renseignez vos clés API sur les échanges et du coup là votre solde, enfin moi je le fais pas, mais le solde il bougerait tout seul. En fait vous permettez à quelqu'un d'accéder à votre solde sur Binance. Et du coup, lui, il faisait ça pour trader. Donc ça se fait aussi avec des robots de trading. Il avait il avait créé des clés API sur Binance. Et récemment, il s'est fait voler ses fonds via une faille dans ses clés API. Et du coup, il est allé s'en prendre à Binance et notamment à son service client. On a ici un screen du service client parce que c'est ça qui est complètement fou. Alors pourquoi ça a bugué, je sais pas. Mais oui, c'est ça qui est complètement fou. Du coup, je vous disais, c'est que Binance a rendu public une conversation qui est censée être complètement privée entre un utilisateur de sa plateforme et la plateforme directement et son service client. Donc voilà, Binance a rendu ça public. CZ s'est embrouillé aussi directement avec CoinMamba sur Twitter. Donc c'est assez fou parce que tout simplement, en fait, CoinMamba, comme je vous disais, réclamait de l'aide de la part de Binance parce qu'il estime que c'est aussi de leur faute. Il y a eu un problème, ils pensent que la faille vient de chez eux, alors que Binance dit non, la faille peut venir de chez toi, c'est pas de notre faute, donc nous on n'a rien à voir là-dedans. Donc voilà, et CoinMamba derrière les a menacés, leur a dit qu'il allait faire couler l'échange, etc. Et du coup CZ a dit nous on veut pas d'un mec comme ça sur notre échange, un mec déraisonnable. On va non, c'est pas ce tweet là, on va te radier de notre plateforme. Donc ils ont bloqué son compte, mais ils lui ont permis, ils ont pas bloqué les retraits, donc il pouvait toujours retirer l'argent qu'il avait sur son compte. Mais ce qui est choquant du coup dans cette histoire, c'est que Binance a publié des données qui étaient censées être privées. Donc ça, l'échange entre l'utilisateur et Binance, donc ça c'est le premier petit drama ou moyen drama, appelez-le comme vous voulez, qu'il y a actuellement sur Binance. Cette proof of reserve, il y a aussi des grosses limites. C'est ce qu'on rappelle le Wall Street Journal. Ils nous disent que ça calme les investisseurs, mais finalement, ça reste très opaque. Hein. Je veux dire, on ne sait pas plus ce qu'il y a dans les comptes de Binance, puisqu'on ne connaît pas leurs dettes. En fait, ça nous dit ce qu'ils ont en actifs, mais ça ne nous dit pas ce qu'ils ont en dette. L'autre chose super importante à noter, c'est qu'au final, Mazars s'engage pas. Hein. Ils disent qu'ils font pas de représentation sur la valeur, la validité de la procédure. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Binance qui a déterminé les termes dans lesquels ils allaient faire leur proof of reserve. Donc c'est pas indépendant. Ça c'est super important de le voir parce que en fait c'est hyper limité. Et on a un ancien cadre de la SEC, vous savez, le gendarme de la bourse américain, qui a été pendant 18 ans, qui critique directement ce proof of reserve, qui dit qu'il n'adresse pas efficacement le contrôle interne de Binance, qui n'émet pas d'opinion sur l'ensemble des chiffres. Pour lui, il dit que c'est un vrai red flag. Donc, à mon avis, il faut pas paniquer. Enfin, pour moi, c'est bien ce que fait Binance dans le fait d'être le plus transparent possible et de dire, regardez, quand même, on a plein d'actifs. C'est pas, nos caisses sont pas vides. Si jamais, enfin voilà, on a bien les actifs qu'on dit qu'on a. Et effectivement, si on a des dettes, on a des dettes. Mais je veux dire, c'est pas. Pour moi, en tout cas, c'est plus rassurant. C'est bien qu'il fasse cet effort-là, comme Crypto.com, qui s'essaye surtout de détendre le marché, parce qu'on n'a jamais été aussi stressé que ça, et que il y a un moment où il faut que les gens se calment. Je voulais maintenant vous parler de Binance. Encore un article de Reuters à charge sur Binance. Il nous explique en fait que le ministère de la Justice aux États-Unis est en train de discuter. Ils sont un peu partagés au sein même du ministère sur le fait d'engager des poursuites pénales contre Binance et même ses dirigeants, dont ses aides. On a Quentin Soubran qui nous a fait un thread sur le sujet. En fait, ils savent pas. Il y en a qui disent on a suffisamment de preuves pour aller pour aller chercher Binance au niveau de la justice, mais d'autres disent non, pas encore. Et sur quoi en fait ils veulent aller les chercher? Sur l'aspect réglementaire lié au blanchiment d'argent et aux violations de certaines sanctions. Donc en fait, moi, je vais vous donner mon avis sur le sujet. Binance, au début, ils ont eu une politique assez agressive en fait pour croître, pour gagner des parts de marché. Il y avait des niveaux de KYC qui étaient assez bas. Depuis, ça a complètement changé. Un KYC full KYC Binance, donc l'aspect vérification de l'identité. Mais au départ, ils avaient des choses qui
qui était, on va dire, pas au niveau actuel des choses. Depuis, ils ont construit toute une équipe, etc., de recherche et de blocage et anti-blanchiment d'argent, mais je pense que c'était pas forcément le cas au tout début. L'enquête a débuté en 2018, donc il y a plus de 4 ans que l'enquête a débuté aux États-Unis, il y a toujours rien qui s'est passé, ils sont toujours en train de voir est-ce qu'ils vont porter plainte et aller vraiment poursuivre Binance, mais bon, a priori il y a bien des discussions en cours entre Binance et le département de la justice aux États-Unis, potentiellement pour, on va dire, plaider coupable pour certaines choses ou non. Binance dit aussi attention, ça risque de faire chuter tout le marché si jamais Binance a des problèmes. Donc vraiment, on est en pleine discussion. Il y a beaucoup de doutes sur le sujet suite à l'affaire FTX. On sait que tout le monde panique sur les exchanges. Et honnêtement, si Binance vraiment est un problème, ça va poser des problèmes. Mais genre, je pense que ça sera 5 fois pire, 10 fois pire que l'affaire FTX sur le marché crypto. Donc faut être vigilant sur le sujet. Et j'espère que les choses vont être clarifiées très prochainement par le ministère de la Justice pour que ça soit plus clair et qu'il n'y ait plus de doutes sur ce point. Donc l'USDD sombre sous les 97 centimes, le plus bas depuis le mois de juin. Donc c'est-à-dire que c'est déjà arrivé, les amis. Donc un stablecoin qui va sous les 98,5, déjà méfie-toi. Là à 97, ça commence à sentir mauvais. Dès que tu es à 97, il y a une alarme qui sonne. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut savoir que chez tout le monde, il y a une alarme qui sonne, tout le monde est sur le pied de guerre en train de se demander mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de vendre, qu'est-ce qui est en train de dump, etc. Et on n'est toujours pas à l'état de PEG, non? C'est toujours en DPEG là. Ouais, c'est toujours en DPEG. Là, je vous montre la courbe, les amis. Ça, c'est pas une courbe de stablecoin. Une courbe de stablecoin, c'est pas censé faire des vagues comme ça. Donc attention, on n'est pas en train de créer un FUD en mode ça va faire un nouvel UST. On est en train de constater. Voilà, tout simplement. Comme on le dit à chaque fois sur cette chaîne, prenez vos précautions, faites attention sur les tokens sur lesquels vous investissez, gardez vos clés, ne laissez rien sur les exchanges. Là, être en stable USDD, déjà de base, c'était pas une bonne idée, qu'on soit clair. Gardez les plus solides, quoi. Le 23 octobre dernier s'est tenu le 20e congrès du Parti communiste chinois. À cette occasion, Xi Jinping a été confirmé dans ses fonctions de secrétaire général du parti pour un 3e mandat, quelque chose d'inédit et qui n'aurait jamais dû arriver et qui, pour la Chine, va tout changer. La nouvelle a fait le tour de la planète en quelques minutes seulement. Elle a déclenché la chair de poule chez des milliers de partisans de la démocratie à travers le monde. Mais en ce moment, c'est surtout la population chinoise qui est inquiète. Frappée de plein fouet par des décisions politiques liberticides et contre-productives, que ce soit dans la gestion de l'épidémie de Covid-19 ou dans celle de l'effondrement du marché immobilier, les conditions de vie en Chine se sont dégradées, les Chinois doutent de plus en plus de leurs dirigeants, et beaucoup d'entre eux sont terrifiés à l'idée d'un renforcement des pouvoirs du président. Parmi eux, la Chine riche, celle qui a fait fortune à partir des années 90 et qui a vu la valeur de son patrimoine doubler sous les mandats de Xi Jinping. Pour elle, la priorité est de mettre l'argent à l'abri hors du pays, loin des yeux et du contrôle des autorités, et de le protéger de la dévaluation violente que subit le yuan depuis le début de la guerre en Ukraine. Le monde s'attend donc à ce que les avoirs des milliardaires chinois quittent le pays en catastrophe, avant que Pékin n'applique de nouvelles politiques répressives et bloque définitivement les échanges internationaux. On parle d'un exode massif, l'équivalent de centaines de milliards de dollars qui cherchent à s'établir en ce moment même sous des horizons plus cléments, un chiffre qui n'a pas manqué d'attirer notre attention, d'autant plus que cette situation s'est déjà présentée dans le passé et qu'elle a eu des répercussions économiques et financières dont beaucoup ont réussi à profiter. Je continue juste avec une toute petite news qui est plutôt intéressante, mais là on passe plutôt macroéconomie. Un Eldorado à 50 000 milliards de dollars. Beaucoup pensent, notamment Ark Investissement avec Cathie Wood, éventuellement essaye d'encadrer une possible rentrée massive de flux de capitaux qui représenterait 60% à peu près de la capitalisation de Wall Street, qui engloberait les technologies blockchain, l'intelligence artificielle et la robotique. Voilà, on parle même pas de quantique. Quantique, on était plutôt dans le live précédent, à peu près à 2060 pour nous, par rapport à des cycles de 50 ans. Donc là, jusqu'à 2030, c'est pas si loin que ça, c'est 8 ans. 8 ans, c'est 2 cycles pour Bitcoin. Rappelez-vous que le halving sera en 2024, puis 2028. Il y aura 2 magnifiques cycles par rapport à Bitcoin et par rapport à l'ensemble, j'imagine, des technologies blockchain, et beaucoup de nos cryptoactifs préférés suivront le move. Bon, pour le coup, là, actuellement, on est vraiment dans la descente, dans la perte, dans la peur, dans la capitulation, dans le FUD, etc. Mais honnêtement, et rien de plus normal de ce qui s'était passé en 2018. Je rappelle que les premières accusations de Reuters vis-à-vis de Binance, c'était pas quand Bitcoin était à 17 000 $ en 2017. Non, c'était quand Bitcoin était à 3 500 $ en 2018. C'est super important. Donc généralement, on continue et on alimente les baisses, au même titre qu'on alimente éventuellement des bonnes nouvelles pour alimenter des hausses.
Et on a naturellement aussi d'autres pays qui sont en train d'interdire de plus en plus en Israël, qui interdit aussi les paiements en espèces de plus de $4 400. Ça, je trouve ça complètement fou. Donc, on arrive vraiment avec des restrictions très, très, très importantes dans certains pays. On a également ici en Europe, Lituanie aussi qui restricte sur les paiements en espèces. Je crois que ça va jusqu'à 5 000 euros par mois. Donc, c'est... pardon, pas par mois. C'est en espèces tout simplement un montant supérieur à 5 000 euros et sera du coup interdite également. Donc, on voit que maintenant de plus en plus c'est en train de se mettre en place. Et heureusement qu'on a CryptoVector du coup qui est en train de suivre également tout ça pour qu'on puisse avoir le maximum d'informations du côté des CBDC pour voir justement où est-ce qu'on part. C'est super ce qui est en train de se passer en Afrique. On a une vraie explosion de la démocratisation du Bitcoin. On a un boom d'un point de vue éducationnel, infrastructure, utilisation. Beaucoup moins dans les pays francophones où ça reste autour de 2 à 5%. Par contre, au Niger, dans les pays anglophones, ça explose. Au Nigeria, on est autour de 25 à 30% d'utilisation de Bitcoin, ce qui est colossal. Et ça s'explique parce qu'en fait, le gouvernement nigérien essaie de pousser leur CBDC et ils essaient de détruire le cash. Donc, ils ont récemment réduit la quantité de billets qu'on pouvait sortir des ATM. Et voilà. Et du coup, en fait, en faisant ça, les gens, naturellement, se disent « Oula, anguille sous roche », on part vers Bitcoin. Donc l'explosion est là. Et c'est super. Jack Mallers a annoncé un partenariat avec Strike pour permettre à tout le monde d'envoyer de l'argent via Lightning et la mobile money, qui est l'un des principaux moyens de paiement en Afrique, évidemment. Et Jack Dorsey, lui, est en train d'essayer d'installer des centrales de minage pour aider le grid électrique. Clairement, c'est the place to be et je vous annonce déjà que avec Dave qui rejoint l'équipe, l'Afrique sera un énorme point central de découvre Bitcoin pour 2023 parce que pour moi, entre Mika où on nous interdit des transactions à plus de 1000 euros en crypto, même s'ils peuvent pas réalistiquement le faire, et l'Afrique où on a carte blanche, on peut développer, où les gens sont là, ils veulent, il y a une vraie adoption. Voilà, à un moment, on va là où est-ce qu'on est les bienvenus. On va ici maintenant aller voir cette fameuse news. Vous voyez que ici on a un consensus qui prévoyait un 6,1 pour le core inflation rate et on a eu 6 et vous voyez qu'on avait un consensus à 7,3 pour le headline inflation rate et on est à 7,1 et on avait un mois sur mois où le consensus était prévu à 0,3 et on a eu 0,1 et un core inflation rate à 0,3 également et on a eu 0,2. Donc tous les chiffres sont en dessous du consensus, c'est très bon pour la suite, c'est vraiment une très bonne chose, d'autant plus que Powell va avoir la lecture demain et ils l'ont probablement eu en amont mais il va avoir la lecture demain de tous ces chiffres, donc du coup ça pourra aider éventuellement le marché à repartir plus haut. Mais à l'instant T, j'ai pas de catalyse qui me dit qu'on va aller nécessairement plus haut, encore une fois. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, donc on a eu cette news, on a eu le rapport. Le rapport, si vous voulez aller le voir, il est sur cette page-là. Je le mettrai peut-être en lien. Bon, voilà, rien d'extraordinaire. C'est à peu près les chiffres que je vous ai dit là. On a la food qui a beaucoup augmenté dernièrement. Et puis dans les autres nouvelles qu'il faudra retenir aujourd'hui, on a aussi donc Monsieur Jamie Dimon qui est revenu. Alors Monsieur Jamie Dimon, je pense qu'il doit, excusez-moi de mon français et de la manière de m'exprimer, mais je pense qu'il doit s'emmerder profondément dans son job de CEO en ce moment parce que visiblement il saisit à chaque fois une occasion de venir à la télé pour raconter quelque chose. Alors l'histoire d'hier pour Monsieur d'hier, alors, l'histoire d'hier pour Monsieur Jamie Dimon, c'était la crise énergétique en Europe. Il a dit « Ouh, attention, il va y avoir des coupures d'électricité. Attention, il va faire tout noir. » Et donc, il a dit que pour l'instant, on avait, en guillemets, sous-estimé l'impact de cette crise énergétique en Europe et que ça allait faire tout bizarre quand on allait s'en rendre compte, surtout que pour lui, ça allait durer plusieurs années. En gros, le message est clair, si vous voulez éviter les crises énergétiques, déménager aux États-Unis. Mais en tous les cas, pour l'instant, rien de nouveau au sujet de la crise énergétique. Et mis à part Madame Zelensky qui fait les plateaux télé en ce moment pour réclamer des groupes électrogènes pour tenir l'Ukraine au chaud. Mais rien de spécial sur le côté européen et pas de coupure pour l'instant. Ça ne saurait tarder. On va aller voir le dollar. Index dollar. Hop. Ça va arriver vite. Voilà. Le dollar, évidemment, qui baisse. Donc, ça, évidemment, c'est pas forcément évident d'ailleurs, mais il repart à la baisse. Donc, il va falloir voir aussi, parce que ça peut finalement avoir aussi une conséquence sur les prochaines inflations. Du fait que le dollar continue de baisser,
est-ce que ça va pas amener potentiellement à grossir l'inflation? En revanche, pour les marchés internes, il va falloir voir ce que ça peut donner aussi les marchés internes américains. Donc attention, il ne faut pas non plus se réjouir trop vite. C'est une bonne nouvelle, on va pas se mentir, mais il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui disent qu'il va falloir quand même faire attention. On assiste enfin ici à une certaine réaction acheteuse. Donc vous le rappelez, ici on était directement dans une énorme compression de la volatilité. Ça faisait ici presque une semaine que nous n'arrivions pas à ni dépasser les 17 211 $, ni dépasser à la baisse les 16 805 $. Donc le marché devenait presque ennuyeux et c'est enfin ici une réaction qui a eu lieu. La réaction acheteuse s'est mise en place. On est actuellement en train de retester les 0,382 de Fibonacci. On en a parlé dans l'émission précédente. C'est ici la première zone d'arrêt. Donc cette zone, on veut absolument sur cette journée réussir à trouver une clôture au-dessus de cette zone. Si les vendeurs rejettent ici, créent une mèche et qu'on clôture tout simplement au contact des 0,382, alors attention au rejet de cette zone qui pourrait être là plus important et donc qui pourrait nous faire mal au portefeuille. Donc on va bien surveiller cette clôture. On veut vraiment avoir une clôture au-dessus des 0,382 de Fibonacci. Si jamais on y arrive, alors la prochaine zone de résistance sera ici les 18 500 $ jusqu'aux 18 757 $. Comme vous le voyez ici, c'était précédemment une zone de support majeure. Donc attention aussi à cette zone qui pourrait premièrement nous causer du tort. Si on regarde maintenant du côté du ratio long short, comme vous l'avez vu, dès lors qu'on est venu passer et clôturer au-dessus de la zone de neutralité, alors on a assisté à une accélération acheteuse. On a toujours ici de l'espace afin de continuer le mouvement. Donc comme on le voit, avec la force qu'il nous reste ici avant d'arriver dans la zone de survente sur le ratio long short, on pourrait directement revenir chercher premièrement cette zone de résistance. Et si on arrive à la casser, évidemment, on pourra revenir dans la zone de rechargement vendeuse que vous connaissez tant. Une autre façon de montrer à quel point nous sommes déjà sur un niveau extrême bas, mais qu'on peut aller plus bas en fonction des fondamentaux. Vous connaissez probablement ce modèle. Il y a un certain nombre de modèles de d'évaluation à long terme. C'est très en vogue chez les Bitcoin maximalistes. Le modèle Rainbow. Alors, ce sont des courbes logarithmiques pour une évaluation à long terme. Ce qui compte, le marché est déjà sorti par le haut du modèle Rainbow. On peut sortir par le haut très haut ou par le bas très bas. Le signal, c'est lorsqu'on réintègre. Dans le passé, à chaque fois qu'on était sorti par le haut, qu'on avait réintégré, c'était le bear market. Ce modèle est intéressant non pas parce que là, on est en dessous. Il sera intéressant le jour où on le réintégrera parce qu'il donnera un signal d'achat. Je m'explique. Là, regardez ici, on était sorti par le haut, le fait de réintégrer, on vise le bas. Là, on sort par le haut, le fait de réintégrer, on vise le bas. Là, on tape le haut. Là, je zoome. On est sorti par le bas, on peut aller chercher 12K, sans stress, même 10. Par contre, le jour où on le réintègre, c'est boule. Et en fait, c'est réintégrer les 20K. Donc c'est encore un modèle qui montre à quel point il n'y a pas de signal haussier tant qu'on ne réintègre pas la résistance des 19 000, 20 000 $. Bon, toujours est-il que si jamais il y a un drama autour de Binance, même si je suis bull et même si c'est encourageant de vouloir acheter dans ce genre de conditions, en plein drama, faut pas s'attendre à voir... enfin, bien sûr, c'est le temps réel qui nous le dira, mais par le passé, le Bitcoin a quand même tanké. Donc voilà. Donc j'attends de voir un petit peu ce qui se passe. Donc avec deux événements importants. Aujourd'hui, CPI. Demain, les taux d'intérêt. Petite tourmente autour de Binance. Et une fois que tout ça a fini de se produire, éventuellement, voir si on a du matériel à bottom ou pas. Ou en tout cas, bottom temporaire, bien sûr. On n'oublie pas que sur la gauche, c'est baissier long terme. Quand je dis bottom temporaire, c'est qu'on pourrait ne rien changer au bear market et avoir quand même un rebond dans les 30 000. N'en déplaise à pas mal de gens, ça peut se produire, quoi. Ça ne changerait absolument rien. Sinon que ça serait plus long, plus douloureux, plus casse-couille, plus d'espoir, plus d'histoires brisées et bien sûr encore plus de sel. Sachez que ça y est, les votes pour la Game 3 Awards sont terminés.
Donc du coup, on peut plus voter. Et les résultats, du coup, seront le 15 décembre. Donc du coup, après-demain, pour ceux que ça intéresse, pour savoir qui va gagner. Je sais aussi également que si jamais vous avez voté pour des jeux ultra, vous pouvez tenter de gagner des NFT gratuits. Donc c'est du coup un partenariat entre Podcast Starter, ceux qui organisent du coup la Game 3 Awards, et puis donc Unix. Donc il y a des NFT gagnés, il y a 10 NFT gagnés qui vont donner. Donc c'est des NFT qui s'appellent, je sais plus comment ça s'appelle Nix, voilà ici. Donc c'est des, apparemment c'est des Infinity Pets. Donc je sais pas de quel jeu ça provient. En tout cas voilà, c'est par rapport à la plateforme Ultra. Il y a un petit forme à remplir pour prouver que vous avez bien voté avec votre mail et tout. Et donc des trucs à gagner gratuits. Donc pourquoi pas le faire? En tout cas ça coûte rien. La dernière actualité, enfin, concerne un Meuporg, un MMORPG qui vient tout juste de sortir et qui s'appelle Astel of Astra. Et donc, je voulais vous montrer la vidéo, mais elle laguait. Donc voilà à quoi le jeu ressemble. Le jeu est free-to-play, il est déjà disponible sur Windows, donc je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir télécharger le jeu. J'avoue que je n'y ai pas joué moi-même, je n'ai pas de PC, oui. Là je sais que Franck va se foutre de ma gueule encore une fois, mais je n'ai pas de PC, donc malheureusement je ne pourrai pas le tester pour vous. Mais si jamais ça vous chauffe, eh bien allez faire un tour, parce qu'en tout cas je trouve qu'il a l'air en tout cas d'avoir une bonne gueule. À voir si niveau gameplay ça suit, mais c'est en tout cas visuellement dans le haut du panier de ce qu'on trouve dans les jeux Web3, et j'espère que le gameplay sera à la hauteur. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.